Comme vous pouvez le remarquer, je suis dans le magnifique paysage des vignes à côté de l'endroit où j'ai grandi. Et un truc que j'aime encore plus, c'est faire des balades en forêt. Je trouve ça extrêmement apaisant. Du coup, je vais faire la vidéo dans la forêt. On y va? Comment utiliser les autres? Bienvenue dans Philosciences, la chaîne où on fait de la philosophie en essayant de s'appuyer sur les sciences. Alors on continue notre série éthique, que dois-je faire? Et donc on en était à comment se comporter avec les autres. Dans la précédente vidéo, on s'est demandé, doit-on utiliser les autres? Doit-on utiliser les gens? Et on a vu que d'après notamment une étude de Harvard, sur ces 75 dernières années, on a pu constater qu'effectivement, il faut utiliser les autres pour une raison très simple, c'est que ce qui semble nous rendre heureux, c'est finalement de bonnes relations interpersonnelles. Quand on regarde vraiment le critère le plus important, c'est sur la santé et le bien-être des gens dans cette étude notamment, donc je vous invite à aller voir dans la vidéo précédente, qui a été faite, je vous le rappelle, sur plus de 75 ans et sur plus de 700 personnes. Vraiment le critère le plus décisif, c'est toujours est-ce que la personne était seule ou au contraire, est-ce qu'elle était bien accompagnée et ses relations étaient-elles sereines, étaient-elles sûres ou avait-elle peur qu'elle s'arrête ou encore elles étaient minées par des conflits, etc. Donc on en est arrivé à la conclusion qu'il fallait effectivement utiliser les autres et donc dans cette vidéo on va voir comment utiliser les autres. Alors pour ça, j'aimerais revenir déjà sur un petit récapitulatif de la manière dont on utilise les autres. La première chose, qui est la plus visible peut-être, c'est l'échange de biens. C'est un peu la base du capitalisme, c'est-à-dire qu'on va travailler contre de l'argent et puis ensuite contre de l'argent on s'échange des objets, etc., etc. Et donc les autres là finalement sont extrêmement utiles parce qu'on utilise tout un tas d'objets extrêmement complexes aujourd'hui qu'on serait bien incapable de fabriquer tout seul, d'autant plus si on considère toute la recherche, tous les outils qu'il a fallu pour les construire. Voilà. Donc l'autre l'autre grande manière finalement d'utiliser les autres, c'est les relations. Alors les relations, on en a en gros de trois formes. Il y a les relations avec les gens qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu, donc que ce soit la vendeuse dans une boulangerie, que ce soit le collègue à qui on a pratiquement jamais parlé, etc. Donc tout ça, c'est ce qu'on pourrait appeler des relations lointaines. C'est des gens qui à un moment croisent notre chemin mais qu'on ne connaît pas en fait. Ensuite, il y a l'amitié. Donc ça, c'est les gens qu'on va connaître, avec lesquels on va se lier, vraiment qu'on connaît un petit peu plus. On va pas prendre une définition trop restrictive de l'amitié, simplement des gens qu'on connaît un peu plus, c'est pas juste des gens qu'on croise dans la rue. Et voilà, jusqu'aux amis très proches qui sont finalement les gens avec qui on passe le plus clair de notre temps, pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et puis enfin le troisième type de relation, vous l'avez deviné, vous le connaissez, c'est la relation amoureuse. Je vais pas dire le couple pour pas stigmatiser les gens qui sont à 3, 4 ou plus. Donc les relations amoureuses, s'il faut définir l'amour, on va pouvoir faire 40 000 vidéos rien que sur ce sujet, donc on va s'arrêter là sur ce point. Et on va tout de suite se demander du coup comment améliorer les relations avec ces trois types finalement de stimulation extérieure qu'on peut avoir. Alors déjà, comment être bien avec les gens qu'on ne connaît pas. Donc je vous rappelle, ça peut être un collègue qu'on ne connaît pas, ça peut être la boulangère, ça peut être un mec qu'on croise dans la rue, etc. Comment faire en sorte de profiter au maximum de ce genre d'interaction, car oui, ce genre d'interaction peut nous faire nous sentir mieux. C'est déjà des interactions dans lesquelles on peut profiter, avec ce qu'on pourrait appeler la cordialité. C'est-à-dire une bienveillance qui s'exécute avec simplicité, c'est-à-dire on n'a aucune attente, simplement l'autre ne nous dérange pas, on lui montre et puis on est peut-être même content qu'il soit là malgré le fait qu'on fasse rien de spécial ensemble quoi. Et il y a cette idée de bienveillance, d'accueil, on accueille l'autre finalement. Bonjour, il y a de l'ombre par là ou pas? Tout petit peu. Il y a moyen d'entrer dans la forêt? Ah oui, Ouais. faut rentrer, oui. Ok, Sinon, super. là, c'est que du... Ok, merci. Même dans ces relations qui sont finalement assez superficielles,
on peut tout à fait tenter de les optimiser et de faire en sorte qu'on se sente le mieux possible ou que l'autre se sente le mieux possible, ce qui aura tendance à nous faire nous sentir le mieux possible aussi. De manière générale, il semblerait qu'il y a 5 grands critères qui permettent d'améliorer les relations, que ce soit justement ce genre de relations superficielles ou vraiment des relations plus amicales, voire même des relations amoureuses. Il y a l'empathie. Ensuite, la confiance. La communication. La collaboration. Et la gratitude. Alors le problème, c'est que chacun de ces domaines, de ces critères, pourrait faire l'objet de dizaines de vidéos et il y a des tonnes d'études sur chacun d'eux, donc je ne vais pas pouvoir tout approfondir dans cette vidéo. On peut quand même déjà définir l'empathie. On considère qu'il y a 2 types d'empathie, l'empathie cognitive et l'empathie émotionnelle. L'empathie cognitive, c'est quand par exemple vous arrivez à comprendre les pensées d'une autre personne, vous arrivez à saisir le système par lequel elle est venue à cette pensée et vous la comprenez, on va dire, profondément comme si c'était la vôtre. Et l'empathie émotionnelle, là c'est exactement la même chose mais avec une émotion. Par exemple, la personne en face de vous peut être triste et vous allez le voir de par les signes visuels, auditifs, et vous allez pouvoir vous mettre à sa place et comprendre ce qu'elle ressent. On peut quand même citer quelques exemples d'utilisation de l'empathie qui vont être bénéfiques à votre relation. La première des choses, et effectivement sans laquelle rien n'est possible, c'est de consacrer du temps à l'autre. Peut-être si possible même en tête-à-tête pour pouvoir lui offrir le second point qui est une écoute active de la manière la plus efficace possible. Donc une écoute active, comment ça se passe? C'est aucune distraction, pas de téléphone, ni rien, etc. Vous êtes tout à la personne qui est en train de vous parler et vous pouvez faire différents signes que vous l'écoutez, du style ok, d'accord, ah ouais, ah quand même. Ah ouais, j'avais pas imaginé ça. Clairement. Oh, moi je suis sur le cul là. Bref, vous avez compris. On peut aussi faire des questions d'écoute. Non mais attends, t'es sûr de ce que t'as vu là? Et qu'est-ce qui s'est passé après? Et si en fait tu te sentais si mal, c'est pas parce qu'il s'était passé ça avant? Ce genre de truc. N'hésitez pas aussi à observer le langage corporel. Permettre de voir si la personne en face de vous est mal à l'aise par rapport à vos questions. C'est peut-être qu'elles sont trop personnelles, trop vite. Peut-être qu'elle a besoin de plus de temps pour s'ouvrir. Donc là vous allez me dire oui, mais alors dans la précédente vidéo tu nous as dit de faire attention au conflit, tu nous as dit de faire attention à la fiabilité des relations, montrer finalement que l'amitié ou que le couple était assez infaillible, si tant est que ce soit possible. Et là tu nous donnes totalement d'autres choses. Et bah oui, le problème c'est que les relations c'est extrêmement complexe et donc on peut pas en rester juste à dire attention au conflit et à la fiabilité. Il faut voir avant ce qui peut permettre de ne pas arriver à trop de conflits et ce qui peut permettre que les relations soient assez pérennes, sereines et qu'elles vous donnent envie d'être continuées en fait. On ne peut pas juste s'obliger comme ça de la sorte, comme quelque chose qui viendrait de l'extérieur, s'obliger à maintenir une relation, ça marcherait pas. Il faut que la relation en elle-même procure en fait du plaisir de court terme, que ce soit par l'humour, les taquineries, n'importe quoi, ou simplement le fait d'être bien ensemble et de le sentir, de sentir qu'il n'y a pas d'attente de l'autre côté, juste qu'on est bien quoi. Et s'il y a ce plaisir de court terme, alors le plaisir de moyen et long terme, que l'amitié soit sereine et sans conflit, viendra tout naturellement. Encore une chose sur cette fameuse empathie, puisque c'est un peu le terme à la mode. Il y a Gable, Gonzaga et Strackman qui ont fait une étude en 2006
très intéressantes sur l'empathie dans les couples. Ils se sont notamment aperçus qu'il y avait des gens qui étaient plus empathiques pour les choses positives et par exemple très peu pour les choses négatives, et inversement, d'autres gens qui étaient très empathiques pour recevoir donc les mauvaises nouvelles, les choses négatives, et par contre très peu empathiques pour les choses positives. Donc évidemment dans cette étude, ils se sont rendus compte que les couples avec plus d'écoute active et constructive se sentaient mieux, étaient plus heureux individuellement, etc. Mais ce qui est étonnant, c'est que les couples avec une qualité d'écoute pour les choses positives étaient significativement plus heureux que les couples avec une qualité d'écoute plutôt pour les choses négatives. C'est-à-dire en gros qu'il est presque indispensable de pouvoir partager les bonnes nouvelles et que les mauvaises nouvelles finalement c'est moins important. Dans tous les cas, quand il y a une excellente nouvelle, il faut surtout pas tomber ni dans la jalousie, ni dans l'inquiétude ou quoi que ce soit. Et il faut être vraiment capable de se réjouir avec l'autre et pour l'autre. Tandis que finalement, les mauvaises nouvelles, notamment et surtout pour les hommes, mais aussi pour les femmes, c'est beaucoup moins grave si on n'arrive pas à être totalement empathique dessus et avoir une parfaite écoute de ces choses-là. Dans cette étude, ils se sont rendus compte, il y a quelques couples corrompus, et c'était tous des couples dans lesquels il y avait une faible écoute sur les choses positives. Ça rejoint l'analyse de la vidéo Allez-vous divorcer que j'ai fait il y a quelques temps, dans laquelle on avait vu qu'il y avait une étude assez géniale qui avait montré qu'on pouvait prévoir à des taux incroyables le divorce, simplement en regardant le nombre d'interactions positives par rapport au nombre d'interactions négatives qu'avait le couple. Et finalement, partager les bonnes nouvelles, ça fait aussi partie des interactions positives. Et donc ce qu'on remarque en croisant ces deux études d'assez intéressant, c'est que finalement, les couples qui ont des interactions positives, et qui en ont un certain nombre, que ce soit de l'échange de bonnes nouvelles ou autre chose, arrivent beaucoup plus facilement que les autres couples à surmonter les événements difficiles, les épreuves qui pourraient survenir dans le couple. Voilà ce qu'on peut remarquer. Donc j'ai pas du tout parlé des manières dont on pouvait par exemple renforcer la confiance ou la communication, la collaboration ni la gratitude. Pour chacun de ces termes, de ces concepts, il y a encore plein d'autres études, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on va se garder ça pour des prochaines vidéos. Voilà, donc je vous fais un petit résumé de comment on en est arrivé jusque là. J'étais en train de me dire résumé depuis le début, non, on va partir du fait qu'on a décidé de maximiser le bien-être et de minimiser le mal-être. Que pour maximiser le bien-être, notamment sur le long terme, grâce à l'étude de Harvard sur les 75 dernières années, ce qui marche bien, c'est les bonnes relations interpersonnelles. Et donc on a conclu que oui, il fallait utiliser les gens, mais que la meilleure manière de les utiliser, c'était finalement ces relations interpersonnelles. Et enfin dans cette vidéo, on a essayé de voir comment on pouvait les utiliser. Donc je vous rappelle les trois choses. Il y a les connaissances que vous pouvez rendre le plus cordiales possible, les amitiés que vous pouvez rendre le plus profondes possible en essayant notamment d'être seul avec les gens le plus possible et d'avoir une écoute active avec des questions pertinentes et tout ça, du eye contact aussi, c'est-à-dire regarder la personne dans les yeux, vraiment être là pour l'autre, lui montrer. On a vu aussi notamment dans le couple vous pouvez l'améliorer en étant attentif à partager les bonnes nouvelles et à avoir des interactions positives. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur le chemin d'une éthique raisonnable. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, sinon ça sert à rien de vous abonner. Et puis à bientôt.